Dans le Sahel, un cocotier apparaît là où l'eau manque. Avant 2019, on ne parlait ici que de chaleur extrême, de sol appauvri et de pluies trop faibles. Pourtant, le pari consiste à planter, ajuster, perdre, puis recommencer, jusqu'à rendre la survie mécanique plutôt que miraculeuse, grâce à l'irrigation solaire et à des réservoirs souterrains qui stabilisent l'humidité et changent déjà le regard des villageois, avec le risque clair qu'un échec fasse s'effondrer toute la vision et qu'un succès redéfinisse sols, économie, relation à la terre. Si ces arbres tiennent, que signifie Ibrahim Traoré pour chacun? Dans le sable, quelque chose commence à pousser. Ce récit ne promet pas une fable écologique, ni un succès garanti. Il propose mieux. Comprendre comment une initiative fragile peut devenir une méthode reproductible dans un environnement réputé impossible. L'enjeu est concret. Montrer comment transformer une contrainte climatique en levier durable, sans héroïsation ni raccourci. Ce qui se joue ici dépasse la survie d'un arbre. Si le projet échoue, il confirme l'idée largement admise que certaines terres du Sahel sont définitivement perdues, bonnes seulement à être contournées ou abandonnées. Mais s'il tient, même partiellement, il fissure ce récit dominant et ouvre une alternative crédible pour des communautés qui vivent déjà les conséquences du dérèglement climatique. Chaque décision devient alors lourde de sens. Choix techniques, gestion de l'eau, implication des habitants, rythme de déploiement, rien n'est neutre. Ibrahim Traoré le sait. Une erreur coûte du temps, de la confiance, parfois une saison entière. À l'inverse, une amélioration minuscule peut déclencher une dynamique collective inattendue. La promesse est simple mais exigeante. Observez comment un territoire commence à se transformer quand l'expérimentation remplace la résignation. En 3 ans, plus de 200 hectares ont été couverts de cocotiers dans cette zone du Sahel, et près de 70% des arbres ont survécu à des conditions jugées intenables. Ce simple constat a suffi à déplacer le débat. On ne parlait plus d'une intuition audacieuse, mais d'un seuil franchi, mesurable, observable sur le terrain, celui qu'Ibrahim Traoré évoquait lorsqu'il parlait de transformer une terre désignée comme impossible. Cette mini-révélation ne surgit pas dans un vide. Avant 2019, le contexte semblait verrouillé. Températures régulièrement supérieures à 40 degrés, sol appauvri par l'érosion et une pluviométrie trop faible pour soutenir des cultures exigeantes. Tout concourait à confirmer l'idée d'une stérilité irréversible. Le Sahel était décrit comme un espace à gérer, rarement comme un espace à régénérer. Le projet s'inscrit précisément dans cette contradiction. Planter des cocotiers ici n'était pas une provocation symbolique, mais un test méthodique. Les premiers mois ont été marqués par des échecs visibles. Jeunes plants fragilisés, pertes rapides, pénurie d'eau. Ces revers semblaient valider les critiques. Pourtant, au lieu d'abandonner, l'équipe a commencé à ajuster chaque variable, une par une. L'introduction progressive de l'irrigation solaire et de réservoirs souterrains a modifié la dynamique du sol. L'humidité cessait de disparaître en surface, les racines tenaient plus longtemps et les pertes devenaient des données exploitables plutôt que des signaux d'arrêt. Ce glissement est central. Planter n'était plus un acte isolé, mais le premier maillon d'une recomposition territoriale. Les habitants, d'abord sceptiques, ont observé les pousses résister là où rien ne tenait auparavant. Ce regard qui change marque un tournant silencieux. À ce stade, le projet ne prouvait pas encore qu'il allait réussir partout, mais il démontrait déjà quelque chose d'essentiel. Le récit d'une terre condamnée n'était plus incontestable, et Ibrahim Traoré travaillait précisément dans cette fissure. Au cœur des premiers ajustements, une figure sert de point d'ancrage. Ni chef charismatique, ni théoricien distant, Ibrahim Traoré avance par méthode, refusant autant l'idéalisme que le découragement. Son rôle n'est pas de promettre un miracle, mais d'organiser des conditions où l'improbable devient progressivement stable. Cette posture façonne le projet. Chaque échec est traité comme une information.
chaque succès comme une hypothèse à vérifier de nouveau. Deux microcas illustrent ce tournant. Dans la vallée de Mahoun, un premier lot de jeunes plants, initialement trop faibles, retrouve de la vigueur après l'introduction de paille de coco recyclée. L'effet n'est pas spectaculaire, mais constant. La température du sol baisse légèrement, l'évaporation ralentit et les racines gagnent du temps. Quelques kilomètres plus loin, un second groupe de cocotiers résiste près de 3 semaines supplémentaires grâce à une fine couche de kaoline qui diffuse l'ombre. Là encore, rien de miraculeux, mais une amélioration mesurable. Ces ajustements répétés produisent un effet discret mais décisif. Les jeunes ingénieurs locaux, d'abord hésitants, commencent à s'impliquer davantage, reconnaissant une cohérence technique dans chaque adaptation. Les agriculteurs observent, comparent, questionnent. Même les sols les plus secs semblent répondre au protocole. Ce qui change alors, ce n'est pas seulement la survie des arbres. C'est la perception du projet. Il cesse d'être l'initiative d'un individu pour devenir un processus collectif, où l'apprentissage partagé remplace l'attente passive. À ce stade, l'impact est encore fragile, mais le message est clair. La transformation n'est plus théorique. Elle a déjà commencé. Au départ, tout semblait confirmer l'échec annoncé. Avant même la fin du premier mois, plusieurs cocotiers se dépérissent sous la chaleur et les pertes s'accumulent plus vite que les ajustements. Puis, après ces premiers jours critiques, un basculement discret s'opère. L'équipe cesse de traiter chaque plan comme un cas isolé et commence à raisonner en système. Ce passage du presque abandonné au peut-être possible marque l'activation réelle du projet, là où la chronologie commence à compter. L'activation se joue en quelques semaines intenses. Les systèmes d'irrigation solaire sont testés, déplacés, recalibrés. Des réservoirs d'eau souterrains sont introduits pour limiter l'évaporation et lisser les pics de stress hydrique. Les pertes continuent, mais ralentissent. Les villageois observent sans encore s'engager. Certains doutent, d'autres posent des questions techniques. Les premiers plans qui tiennent plus longtemps que prévu créent une tension nouvelle. Ce projet n'est plus un geste symbolique. Il devient une hypothèse qui mérite d'être examinée. Le point culminant arrive lorsque les températures dépassent régulièrement les 40 degrés et que les expérimentations s'intensifient. C'est là que les pailles de coco recyclées et la poussière de kaolin sont intégrées au protocole. L'effet est immédiat mais nuancé. Les plants ne gagnent pas seulement du temps, ils développent une capacité d'adaptation progressive. Chaque amélioration technique déclenche une réaction en chaîne. Les jeunes du village affluent pour proposer leur aide. Les agriculteurs apportent leurs observations sur l'exposition, la densité du sol, l'évaporation. Une intelligence collective émerge, non planifiée, mais rendue possible par la lisibilité des résultats. À ce stade, le projet cesse d'être celui d'un seul homme. Ibrahim Traoré continue d'ajuster, mais le laboratoire devient communautaire. Dans les discussions apparaissent de nouveaux termes. Cycle de survie, ombrage progressif, micro-rétention. Ces mots traduisent un changement plus profond. Les habitants commencent à penser leur environnement comme un ensemble de variables modulables et non comme une fatalité figée. Les répercussions suivent rapidement. Lorsque les premières pousses vigoureuses apparaissent, un déplacement sociologique s'opère. Le scepticisme recule. Les coopérations se multiplient. Les autorités locales, jusque-là spectatrices, commencent à observer avec attention. Puis viennent les premières récoltes, modestes mais réelles. Elles confirment que les arbres ne sont plus des anomalies. Des chercheurs visitent le site. Des institutions évoquent un modèle d'adaptation climatique. Ce fil d'événements révèle une vérité simple. Ce qui avait commencé comme une anomalie botanique est devenu un basculement territorial, non pas par une décision unique, mais par une succession d'ajustements rapides, parfois heurtés, qui ont transformé une chronologie fragile en trajectoire crédible. Au départ, la situation était sévère. Une terre aride, des températures dépassant régulièrement les 40 degrés, et une agriculture limitée par une eau rare et instable.
3 ans plus tard, le changement est visible. Plus de 200 hectares sont désormais couverts de cocotiers dans cette zone du Sahel. Cette extension mesurable indique que le sol local a développé une capacité d'accueil inattendue. Elle marque un franchissement de seuil, pas une simple exception. Pour Ibrahim Traoré, cette surface n'est pas un symbole, mais un indicateur. Le modèle tient au-delà de la parcelle test. Un autre indicateur consolide cette lecture. Près de 70% des arbres ont survécu malgré des conditions climatiques jugées intenables par de nombreux experts. Ce taux de survie élevé révèle une résilience biologique supérieure aux projections initiales. Il signifie que le cocotier, considéré comme inadapté, peut maintenir un cycle de vie stable lorsqu'il est inséré dans un système cohérent. Cette donnée a déplacé les discussions techniques. On ne parle plus seulement de survie ponctuelle, mais de viabilité à moyen terme. Un troisième repère complète le tableau. Grâce au système d'irrigation solaire et aux réservoirs souterrains, la consommation d'eau a diminué d'environ 40% par rapport aux méthodes traditionnelles. Cette réduction confirme l'efficacité structurelle du dispositif d'irrigation solaire. Dans une région où chaque litre compte, ce gain n'est pas une optimisation marginale. Il conditionne la possibilité même d'une extension sans pression excessive sur la ressource. Pris isolément, ces chiffres pourraient sembler abstraits. Ensemble, ils forment une matrice probante. La surface démontre l'échelle atteignable, le taux de survie valide la robustesse biologique, et la baisse de consommation d'eau garantit la soutenabilité. Ce triptyque transforme une expérimentation risquée en modèle analysable. Les habitants ne parlent plus d'espoir, mais de résultats observables dans leur quotidien. Les sols réagissent aux apports organiques, les cycles de croissance se stabilisent et les premières récoltes confirment la continuité du processus. Ces données ont aussi un effet externe. Les institutions internationales et les chercheurs qui visitent le site disposent désormais d'un langage commun pour évaluer le projet. Là où l'on évoquait autrefois un pari excentrique, on discute aujourd'hui de reproductibilité. Ibrahim Traoré n'avance pas de promesses chiffrées pour l'avenir. Il s'appuie sur ce qui est déjà mesuré pour élargir prudemment le périmètre. Ainsi, les chiffres ne racontent pas seulement une réussite technique. Ils montrent comment une vision ambitieuse devient une réalité vérifiable et comment un territoire, longtemps jugé stérile, commence à produire des preuves, plutôt que des hypothèses. Pour évaluer la solidité du projet, il faut d'abord prendre au sérieux les critiques les plus structurées, celles qui ne relèvent ni du scepticisme instinctif, ni du rejet idéologique. Le premier argument avancé concerne l'eau. Dans une région du Sahel où chaque litre est vital, introduire une culture perçue comme exigeante apparaît, pour certains observateurs, comme une prise de risque inutile. Selon cette lecture, même optimisée, la culture du cocotier pourrait détourner la ressource hydrique au détriment des usages traditionnels, fragilisant davantage des équilibres déjà précaires. Le second argument touche à la durabilité à long terme. Les détracteurs reconnaissent parfois les succès initiaux, mais les attribuent à une conjoncture favorable. Ils soulignent que des épisodes de sécheresse plus intenses ou prolongés pourraient rapidement faire basculer le modèle. Dans ce scénario, les résultats observés ne seraient qu'une parenthèse, et le projet risquerait de créer une illusion de résilience, dangereuse si elle incitait à généraliser trop vite une solution encore fragile. Ces critiques ne sont pas écartées par Ibrahim Traoré. Elles structurent, au contraire, la manière dont le projet est évalué. La réponse au premier point passe par les données de terrain. La réduction d'environ 40% de la consommation d'eau, rendue possible par l'irrigation solaire et les réservoirs souterrains, montre que le système ne repose pas sur un prélèvement accru, mais sur une gestion plus efficiente. Autrement dit, le cocotier n'est pas introduit contre les usages locaux, mais dans un cadre qui limite la pression globale sur la ressource. Face aux doutes sur la durabilité, le taux de survie proche de 70% après plusieurs cycles de chaleur apporte un contrepoint factuel. Il ne garantit pas l'absence de risques futurs, mais il invalide l'idée d'un succès purement accidentel. Les arbres ont traversé des conditions extrêmes répétées, et les sols enrichis par les apports organiques
montrent une amélioration progressive de leur structure. Ainsi, loin d'ignorer les objections, le projet les intègre comme des tests permanents. Les critiques n'annulent pas le modèle, elles en deviennent les critères de solidité. Et c'est précisément cette confrontation méthodique qui renforce la crédibilité de la démarche portée par Ibrahim Traoré. Jusqu'ici, le projet avançait par ajustements prudents, presque défensifs, comme s'il fallait sans cesse prouver qu'il méritait de continuer. La première récolte commerciale change cette logique. Pour la première fois, les cocotiers ne représentent plus seulement une survie improbable, mais une ressource capable d'entrer dans un circuit économique réel. Ce basculement est central. Il déplace le projet d'une échelle expérimentale vers une échelle territoriale. À ce moment précis, Ibrahim Traoré comprend que l'enjeu n'est plus seulement agronomique. Les arbres tiennent, les protocoles fonctionnent, et les communautés commencent à structurer ce qui était encore informel. Les coopératives féminines s'organisent autour de la transformation des produits dérivés. Les jeunes, auparavant tentés par l'exode, investissent désormais du temps dans la mesure, la maintenance solaire, l'observation des cycles. Ce qui se révèle alors, ce n'est pas une réussite spectaculaire, mais une mutation de rôle. Le projet cesse d'être une réponse à l'aridité pour devenir un moteur de recomposition sociale. Le Sahel ne teste plus une idée venue d'ailleurs. Il commence à produire son propre modèle, ancré dans ses contraintes réelles. À mi-parcours, le sens du récit se renverse. Il ne s'agit plus de savoir si les cocotiers peuvent survivre ici, mais de comprendre jusqu'où cette dynamique peut redessiner les équilibres locaux sans perdre sa cohérence. À partir du moment où le projet franchit le seuil économique, ses effets cessent d'être diffus. Ils deviennent lisibles, différenciés selon les groupes et ancrés dans des pratiques quotidiennes. Ibrahim Traoré observe alors une transformation qui ne se mesure plus seulement en hectares ou en pourcentage, mais en réorganisation sociale tangible, visible dans cette partie du Burkina Faso. Pour les agriculteurs, l'impact est immédiat. Longtemps convaincus que leurs terres étaient irrémédiablement stériles, ils découvrent que les sols peuvent réagir lorsqu'ils sont traités comme des systèmes vivants. L'intégration progressive des techniques testées sur les cocotiers, irrigation solaire, rétention souterraine, apport organique, modifient leurs propres pratiques. Il ne s'agit pas d'une conversion totale, mais d'une hybridation. Des méthodes traditionnelles coexistent désormais avec des protocoles nouveaux, réduisant la vulnérabilité face aux aléas climatiques. Du côté des jeunes, le changement est plus silencieux, mais tout aussi structurant. Avant le projet, l'horizon se situait souvent ailleurs, hors de la région. Les premières récoltes et les besoins techniques associés créent une alternative crédible. Des compétences en maintenance solaire, en mesure hydrique et en suivi agronomique émergent localement. Cette requalification modifie la dynamique communautaire. Les jeunes deviennent des acteurs du territoire, non plus des candidats au départ. Pour les femmes, l'effet est particulièrement marquant. Les coopératives féminines, organisées autour de la transformation des produits dérivés, génèrent des revenus réguliers. Cette stabilité économique, encore modeste, produit néanmoins un déplacement du pouvoir décisionnel au sein des foyers et des villages. Les revenus issus des cocotiers influencent directement la scolarisation des enfants et la gestion domestique. Le projet agricole devient ainsi un levier social, sans discours militant, simplement par la régularité de ses effets. Enfin, pour les autorités locales, le projet agit comme un révélateur. Ce qui était perçu comme une initiative marginale devient un cas d'étude. Les visites de chercheurs et l'intérêt d'organisations internationales renforcent cette perception. Les institutions commencent à envisager des extensions contrôlées et à intégrer certaines pratiques dans des plans de résilience plus larges. Ibrahim Traoré, sans chercher à institutionnaliser trop vite, accompagne ce mouvement par ajustements successifs. Ces conséquences, prises ensemble, dessinent une recomposition territoriale. Elles montrent ce qu'un projet agricole peut devenir un point d'articulation entre économie, société et gouvernance. Et surtout, elles ferment une boucle ouverte plus tôt.
La question n'est plus de savoir si le modèle fonctionne, mais pour qui il fonctionne déjà et à quelles conditions il peut continuer à tenir. À partir de l'état actuel, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les prochains mois. Aucune n'est écrite d'avance. Chacune dépend d'un enchaînement de décisions humaines, de conditions climatiques variables et de la capacité du système à absorber les chocs sans perdre sa cohérence. Ibrahim Traoré observe ces options avec prudence, conscient que la solidité du modèle se joue autant dans la gestion des risques que dans l'extension des succès. On peut d'abord envisager une trajectoire de continuité. Dans cette hypothèse, la progression se maintient à un rythme maîtrisé. Les protocoles d'irrigation solaire sont consolidés, les réservoirs souterrains correctement entretenus et les coopératives féminines stabilisent leur volume. Les marchés locaux absorbent la production sans rupture. Cette trajectoire ne promet pas une croissance spectaculaire, mais une durabilité fonctionnelle. Elle suppose une vigilance constante sur l'eau et une formation continue des agriculteurs, afin d'éviter les dérives qui fragiliseraient l'équilibre atteint. On peut aussi imaginer une trajectoire d'accélération. Ici, la demande pour les produits dérivés augmente plus vite que prévu. Des partenariats régionaux facilitent la commercialisation et les revenus communautaires progressent. Cette dynamique attire davantage de jeunes vers les activités techniques et agricoles, renforçant la main-d'œuvre locale qualifiée. Le projet gagne en visibilité et devient une référence d'adaptation climatique. Cette trajectoire ouvre des opportunités, mais elle comporte un risque clair. Une montée en échelle trop rapide pourrait mettre sous tension la ressource hydrique et la gouvernance locale. Enfin, une trajectoire de tension reste possible. Une sécheresse prolongée ou une gestion imparfaite de l'eau pourrait, à l'inverse, ralentir la dynamique. Les arbres montreraient des signes de stress, la production baisserait temporairement et les communautés devraient ajuster les cycles d'irrigation et d'ombrage. Cette trajectoire n'équivaut pas à un échec. Elle rappelle que, dans le Sahel, l'incertitude est structurelle. La capacité à réagir, plutôt qu'à prédire, devient alors le critère central de résilience. Quel que soit le chemin emprunté, une règle s'impose. Pensez en termes de système. Si l'eau, les compétences et la gouvernance avancent ensemble, la trajectoire reste ouverte. Si l'un de ces éléments décroche, l'ensemble vacille. À première vue, cette expérience peut sembler lointaine, ancrée dans une zone du Sahel que beaucoup n'imaginent qu'à travers la pénurie et la contrainte. Pourtant, ce qui s'y joue dépasse largement le cadre local. Le projet met en lumière un mécanisme universel, la capacité à transformer un environnement perçu comme figé en un système modulable, à condition d'accepter l'apprentissage lent et l'ajustement permanent. Pour ceux qui travaillent la terre, l'histoire rappelle que la résilience n'est pas un don, mais une construction. Elle naît de protocoles simples, testés, corrigés, puis partagés. Ce qui compte n'est pas la culture choisie, mais la logique qui l'accompagne. Observer, mesurer, adapter. Cette logique peut s'appliquer à d'autres sols, d'autres contraintes, bien au-delà du Sahel. Pour les jeunes, le message est différent. Le projet montre que des compétences techniques et environnementales peuvent émerger là où l'on n'attendait que le départ. Maintenance solaire, gestion de l'eau, lecture des cycles naturels. Ces savoirs redonnent une valeur stratégique aux territoires souvent délaissés. Ils suggèrent qu'un avenir local peut exister sans renoncer à l'innovation. Pour un public plus large encore, le parcours porté par Ibrahim Traoré agit comme un rappel discret. Les transformations durables ne commencent pas par des plans massifs ou des déclarations spectaculaires, mais par des décisions modestes, répétées, parfois invisibles. Elles exigent de tolérer l'incertitude et d'accepter que les résultats arrivent par paliers, non par rupture immédiate. Ce récit ne demande ni adhésion, ni admiration. Il invite plutôt à une réflexion simple. Dans nos propres contextes, quels sont les ajustements possibles que nous évitons encore par habitude ou par résignation ?
Et que se passerait-il si nous les testions, sans attendre des garanties absolues? À ce stade, la question n'est plus de savoir si le projet tient, mais comment il peut durer sans se diluer. Pour Ibrahim Traoré, la consolidation passe par une feuille de route pragmatique, structurée autour de gestes précis, de responsabilités claires et de critères mesurables. La transformation ne repose plus sur une intuition, mais sur une méthode transmissible. D'abord, il faut renforcer l'infrastructure hydrique. Les réservoirs souterrains et les systèmes d'irrigation solaire doivent être étendus aux nouvelles parcelles. Les équipes locales assurent l'installation sur des cycles courts, tandis que des ingénieurs suivent l'humidité des sols et la stabilité des racines. Le critère est simple, maintenir une disponibilité en eau régulière sur toute la durée de croissance. Ensuite, il faut former et autonomiser les agriculteurs. Des sessions trimestrielles transmettent les protocoles d'adaptation. Compostage, ombrage progressif, micro-rétention. L'objectif n'est pas de standardiser à l'excès, mais de donner à chaque village la capacité d'ajuster selon ses contraintes. Les indicateurs suivis portent sur la survie des plants et la régularité des cycles. Puis, il faut structurer la chaîne de transformation. Les coopératives féminines reçoivent des outils simples et standardisés pour garantir la qualité des produits dérivés. La mesure de réussite repose sur la stabilité des volumes, la régularité des revenus et la constitution de fonds communautaires capables d'absorber les aléas. Enfin, il faut instaurer une gouvernance partagée. Un comité réunissant agriculteurs, femmes, jeunes et autorités locales arbitre les priorités. Un tableau de bord collectif suit l'évolution des sols, de l'eau et des rendements. Ibrahim Traoré accompagne ce cadre sans le centraliser, afin que la décision reste ancrée localement. Cette feuille de recette ne promet pas une expansion rapide. Elle propose mieux, une progression contrôlée, où chaque étape valide la suivante, et où la résilience devient une pratique collective, plutôt qu'un objectif abstrait. Lorsque l'on revient au tout premier cocotier, ceux qui semblaient trop fragiles pour tenir sous la chaleur, le contraste est frappant. À l'époque, ils étaient protégés par des pailles recyclées, recouverts de kaolines, surveillés jour après jour comme des paris presque perdus d'avance. Ces jeunes arbres n'incarnaient pas une réussite, mais une vulnérabilité assumée. C'est précisément cette fragilité initiale qui donne aujourd'hui sa portée au chemin parcouru. Au fil du temps, chaque plan sauvé est devenu un repère, non pas la preuve d'un miracle, mais celle d'une persistance méthodique. Ibrahim Traoré n'a jamais cherché à accélérer artificiellement ce processus. Il a accepté le rythme lent, les corrections successives, et l'idée que la transformation réelle se construit rarement par des gestes spectaculaires. Elle se construit par des actes modestes, répétés, souvent invisibles de l'extérieur. Ce rappel du départ éclaire la trajectoire entière. Le projet n'a pas changé le Sahel en niant ses contraintes, mais en les intégrant comme des paramètres de travail. Les cocotiers, désormais plus robustes, restent le symbole d'une leçon simple. Accompagner un environnement vaut mieux que le défier frontalement. Un arbre fragile peut changer une région. Cette phrase n'est pas une promesse. C'est une observation née du terrain, patiemment confirmée, et qui continue de guider la suite. Cette histoire, née dans une zone aride du Sahel, ne se referme pas sur elle-même. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large, celui de territoires qui refusent donc de considérer leurs contraintes comme des verdicts définitifs. Le symbole des cocotiers n'a de sens que parce qu'il renvoie à une capacité collective, celle de transformer une limite en point de départ. Ibrahim Traoré n'invite pas à l'imitation mécanique. Il suggère autre chose, plus exigeante. Observer attentivement son propre contexte, identifier les marges de manœuvre souvent invisibles, et accepter que les réponses émergent par essais successifs plutôt que par plans figés. Cette posture peut s'appliquer à d'autres paysages, d'autres enjeux, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques. Le regard du spectateur compte ici, non pour applaudir, mais pour prolonger la réflexion. Soutenir ces démarches, les partager, ou simplement les questionner, participent déjà à leur diffusion. Les transformations durables avancent rarement seules. Elles se nourrissent d'échanges, de critiques
et d'idées croisées. Alors, face à vos propres défis, quelle serait la première expérimentation raisonnable à tenter, sans attendre des certitudes absolues ?